Alors j'espère que vous avez pris le café parce que moi je suis le mec qui parle vite généralement. Je suis encore Jean-Pierre Vincent, je reviens à peu près tous les ans pour parler de performance. Donc je suis venu l'année dernière pour parler de perf, l'année d'avant pour parler de perf et en 2011 pour parler de HTML5 parce qu'à l'époque c'était pas encore la mode. Moi de la perf ça fait 10 ans que j'en fais. Alors aujourd'hui je suis indépendant donc je me définis plutôt comme un architecte web itinérant parce que voilà on m'embauche quand on peut et comme formateur notamment sur la perf. Mais oui. Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis ces dernières années? En fait, là, je vais essayer de vous mettre à jour par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit et que vous trouverez dans tous les cas sur le net. Ce qui n'a pas changé, c'est le besoin pour l'être humain, pour l'utilisateur, d'avoir des choses qui vont vite. Walmart, donc le plus gros site d'e-commerce du monde, avait calculé que pendant les 5 premières secondes, le taux de conversion chutait en fait à chaque seconde qui passait. C'est-à-dire que les gens font très rapidement back pour revenir sur Google. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel les gens tiennent réellement. Ce qui n'a pas changé depuis l'année dernière aussi, c'est la qualité des transmissions radio sur la 3G, la 4G. Parce que vous pouvez regarder aujourd'hui des vidéos YouTube, du streaming avec de la 4G, mais afficher des sites, ça reste compliqué, ça prend du temps. Donc la latence, elle, n'a pas changé, donc les sites continuent à s'afficher relativement lentement sur mobile. Ce qui n'a pas changé aussi, c'est Google. Chez Google, la performance, c'est une vraie culture. Pour eux, la performance, c'est pas un bonus, c'est une fonctionnalité à part entière. Ceux qui ont découvert Google au tout début, vous vous souvenez à quel point c'était rapide, ça a poutré tout le reste. Et donc ça fait partie officiellement des fonctionnalités de chez Google. Et donc, pour eux, c'est un critère de référencement direct depuis 2010. C'est un critère de référencement indirect parce que plus il y a de taux de retour sur des pages un peu lentes, plus ils vont déclasser vos pages dans les résultats. Et de toute façon, on a pu constater que la performance influait sur le nombre en fait de pages que Google était capable de venir crawler chez vous. Donc le fameux taux de crawl que le référenceur aime. Donc voilà, donc Google pousse dans tous les sens pour la perf. Alors, je vous dis tout de suite, ça va servir à rien en fait si vous commencez à optimiser votre site vous-même, tout seul, en tant que technicien. Généralement, ça va tourner court. Comme personne ne va vraiment se rendre compte de l'effort que vous avez fait, on va surtout vous demander ce que vous avez foutu pendant tout ce temps. Et donc la première étape, en fait, ça va être de mesurer d'où l'on part et ensuite de montrer aux gens, regardez à quel point on est lent, donc il faut faire quelque chose, il faut en faire un projet. The outil, c'est Web Page Test. Alors je sais que PageSpeed Insights existe, merci. Maintenant, PageSpeed Insights vous donne de vagues chiffres que les gens aiment bien. PageSpeed Insights est basé sur Web Page Test. Web Page Test permet d'aller beaucoup plus loin et d'avoir des métriques assez précises et de les surveiller dans le temps. Deuxième chose, vous allez mesurer l'expérience, la vraie expérience de vos utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez vous pouvez déjà aller sur Google Analytics. Il vous enregistre déjà le temps de chargement des pages, le temps de résolution DNS, combien de temps votre page met à être générée côté serveur. Tout ça, aujourd'hui, c'est déjà disponible sur vos Analytics. Et vous pouvez rajouter, en tout cas c'est ce que je fais chez tous mes clients, vous allez rajouter des petits bouts de JavaScript à gauche, à droite qui vont dire, là, au bout de 3 secondes, ça y est, j'ai fini de charger ma première image. Là, je viens de finir d'initialiser mon moteur de recherche. Et vous renvoyez tout ça dans Analytics et vous saurez à quel point vos utilisateurs vont vite ou pas, mais généralement c'est plutôt pas. Et enfin, vous avez ce magnifique chronogramme qui est un déroulé, donc toutes les demi-secondes, en fait, c'est un screenshot qui est pris. Et là, normalement, ça vous permet de parler de manière très visuelle avec le management en leur disant, regardez, il faut vraiment beaucoup de temps pour charger une page. Donc généralement, à ce moment-là de ta réunion, le management, il y a 2 types de réactions. Ils peuvent ignorer les faits, mais avec beaucoup de chance, tu en as fait un vrai projet. Et dans un vrai projet, tu vas prendre des specs, en supposant que tu en aies bien sûr, en te donnant ce genre d'objectif. Tu vas dire, ok, pour l'immense majorité de mes utilisateurs, je vais faire en sorte que la page, donc les premiers pixels apparaissent en moins de 2 secondes, ce qui est jouable, on va voir comment. Je vais faire en sorte que la fonctionnalité principale, par exemple le moteur de recherche, par exemple la plus grosse image de mon site, apparaisse en moins de 5 secondes. Je veux que ce soit fluide sur des modèles à définir, genre l'iPhone 4, le Samsung S4, et je veux une interface qui soit aussi riche que sur mon bureau. Pour les 20% qui restent, je veux juste les fonctionnalités principales, par contre je veux qu'elles s'affichent super vite. Donc ça, c'est la technique de l'amélioration progressive. Le principe, il est un peu résumé dans cette image. Quand vous avez un escalator qui ne marche pas, vous pouvez quand même monter à l'étage. C'est juste que c'est un petit peu moins bien. L'amélioration progressive, c'est ça. On va revenir du coup au bon vieux HTML, CSS, les trucs qui marchaient partout.
Et progressivement, on va rajouter de la fonctionnalité par-dessus. Ça va dans la même direction que Mobile First, ça va dans la même direction que l'accessibilité, que le web ouvert. Et on va voir que pour les performances, ça aide beaucoup. Par contre, il faut orienter tout son code là-dedans. Alors vous allez me dire, moi je m'en fous, je suis en France, les utilisateurs de chez moi, ils ont des smartphones à 200 € dans les mains, ils sont tous plutôt récents, donc ça c'est les chiffres de février. C'est pas faux, sauf que il y a des moments où ton boss il va arriver avec sa Samsung Gear, que lui aussi il a payé 200 €, sur lequel il y a Opera Mini, sur lequel ton texte n'est pas visible, sur lequel ton JavaScript s'exécute un peu chelou. Ensuite tu vas parler à ton client canadien qui, lui il a un BlackBerry, parce qu'il y a que là-bas que ça se vend, mais ça se vend bien. Et après, tu vas parler au gars qui est en train de racheter ta boîte, qui est chinois, avec un téléphone dont tu n'as jamais entendu parler, avec un navigateur dont tu n'as jamais entendu parler de ta vie. Voilà. Et puis il y a les Windows Phone, c'est un peu moins exotique, ça fait moins rêver, mais n'empêche qu'ils sont là, ils sont en nette progression. Et tout ça, il faut les prendre en compte. Donc là encore, tu as deux types de réactions. Soit tu ignores, soit effectivement tu vas t'orienter en amélioration progressive, ça va permettre d'étendre la compatibilité et d'accélérer les sites. Donc pour ça, le plus important, c'est de prioriser en fait ce qu'on va vouloir afficher. Parce qu'aujourd'hui, on affiche des monstres. Par exemple. Donc ceci, c'est un thème WordPress. Donc j'ai pris la page de démo. Quand vous arrivez là-dessus, évidemment, vous allez vous mettre avec votre designer. Qu'est-ce qui est important là-dessus? Forcément, c'est un blog. Afficher du texte et éventuellement afficher une image. En 1999, on faisait ça très bien, afficher du texte sur un 56K. En quelques secondes, on avait du texte, c'était magique. Et les images, elles arrivaient ligne à ligne, tu vois. Aujourd'hui, ça a changé. Passe à la suite. Aujourd'hui, donc là c'est encore mon chronographe, tu vois, j'ai mon HTML, j'ai peut-être même mon image, mais toujours pas mon texte. Je suis sur un blog, je ne peux pas lire mon texte. Donc c'est la modernité, c'est cool. Mais ça fait mal. Elle est évidemment pas de moi. Au passage, d'ailleurs, il y a certains mobiles qui, eux, ne vont même pas afficher la fonte. Genre Windows Phone 7, 8. Donc il va falloir faire de l'asynchrone et du fallback. Donc fonte asynchrone. Donc là, pour vous donner le background, non seulement le client voulait un slider avec d'énormes images, en plus il fallait qu'il y ait une police de caractères par slide, potentiellement, avec un nombre évidemment infini de slides. Le tout affiché chez leurs clients à eux qui sont au fin fond de la Chine. Donc honnêtement, notre 4G il est bien plus rapide qu'une connexion du fin fond de la Chine. Sur bureau, sur mobile. Et donc on a travaillé le slider. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on a travaillé les fontes. Premier truc par rapport à tout à l'heure, vous voyez le titre de la slide. Donc vous voyez, là j'ai simulé un débit lent. Je vous la refais. Là j'ai simulé un débit lent, donc on voit bien que l'image met du temps à s'afficher. Par contre, le texte, lui, il est lisible tout de suite. C'est ça les fontes asynchrones. C'est juste que je peux lire mon texte, même si je suis encore en train de charger des choses. C'est aussi con que ça. Alors après, on a le droit de ne pas aimer le changement de police, mais un, c'est un service que vous rendez à vos clients. Et deux, dans tous les cas, il va y en avoir de l'attente. Vous êtes sur le web, forcément, à un moment donné, vous allez attendre une fonte, une image, quelque chose. Donc il faut les prévoir. C'est la différence entre ce qui a été designé et ce que ressent l'utilisateur. Donc la performance, elle est là pour résoudre des problèmes d'expérience utilisateur, quitte à prendre des raccourcis comme afficher un texte qui n'est pas encore complètement stylé. Donc ça veut dire qu'il va falloir discuter avec l'ergonome, le designer, pour prévoir où vont être les temps d'attente et éventuellement les éliminer avant. À gauche, c'est le design. C'est à gauche pour vous? Oui, c'est à gauche pour vous. À gauche, c'est le design. Donc ça, c'est la maquette finale et c'est comme ça qu'à la fin, la page sera. On a une superbe mise en avant, c'est l'été, 499 € et on a le moteur de recherche qui, sur la homepage, est vital. Mais sauf que l'utilisateur, lui, il n'a pas du tout ça comme expérience utilisateur pendant 8 secondes. Je suis un peu marseillais des fois, tu vois, j'exagère à peine. Pendant 8 secondes, en fait, il va regarder du blanc, quoi. Donc la mise en avant, on est un peu passé à côté. Ah, ça marche qu'une fois, en fait, la blague. Donc ça, c'était sur la version bureau. Du coup, l'équipe mobile dédiée, ils ont choisi encore autre chose. Ils ont choisi tout simplement de ne pas avoir de gros sliders. Et à la place, ils vont mettre des bêtes IMG SRC. Donc les mises en avant, vous voyez l'été à 499 €. Il est là. Là, j'ai pris un screenshot en cours de chargement. Vous voyez que les images du dessous ne sont même pas encore arrivées. Le JavaScript n'a pas encore été exécuté, mais la fonctionnalité principale de la page, elle est déjà respectée. Donc la mise en avant, elle est là. Techniquement, on aurait pu faire plus compliqué d'ailleurs.
en chargeant les images, en chargeant un slider plus tard. Mais voilà. Quand on vous parle du poids des sites, on va voir que les méthodes de Progressive Enhancement permettent vraiment de faire passer des trucs énormes, genre 3 mégaoctets. Alors 3 mégaoctets sur un mobile, tant que tu es dans ton forfait illimité, ça va. Après, ça commence à coûter cher. Par contre, du point de vue expérience utilisateur, 3 mégaoctets, ça peut passer. Mais encore faut-il bien le faire. Donc, ici, je vous ai mis le site du Figaro à droite, qui fait 3 mégaoctets, à qui il faut 4-5 secondes avant d'afficher quelque chose. Il affiche l'image, c'est déjà pas mal. Le texte est toujours pas lisible, on est sur un journal quand même. Voilà, donc au bout de 8 secondes, j'ai ma une du Figaro. Quoi. Et pendant ce temps-là, ça continue à charger des choses. Sachant que le Figaro est déjà optimisé. Si on va voir du côté du Guardian, eux, ils ont refondu le site complètement en Progressive Enhancement. Donc là, hop, je vais cliquer, reviens ici. Donc au bout de 2 secondes, j'ai une image, j'ai mon texte, et mes 3 mégaoctets, parce qu'il y a toujours 3 mégaoctets, mes 3 mégaoctets continuent à se charger. Donc contenu secondaire, par exemple, ça va être la météo qui va apparaître. Je vais les loader la pub, donc la météo, la pub, et ça continue à charger comme ça tous les trackers, les analytics, des images qui ne sont pas encore visibles. Et pendant ce temps-là, en fait, tout est cliquable. Parce que dans la plupart des sites modernes, tant que tu n'as pas exécuté JavaScript, il n'y a quasiment plus rien qui marche. Là, par exemple, les menus qui sont en haut pour le Guardian, ils sont cliquables dès les premières secondes. Ce qu'ils font en fait, c'est que ce sont des simples liens href, donc vous vous déplacez sur des pages, donc c'est très rapide. Mais si j'attends un petit peu plus, en fait, JavaScript va prendre la main, intercepter les clics et afficher à la place des beaux menus déroulants avec des transitions et tout. Voilà. Donc ça, c'est l'amélioration progressive. Et ça fait vraiment son effet sur les utilisateurs. Donc, pour le même poids, vous voyez que si on priorise le contenu différemment, on n'obtient pas du tout la même chose. Donc pour résumer la stratégie globale, ça va clairement être penser d'abord pour les mobiles. L'expérience utilisateur, c'est d'abord mobile aujourd'hui. Utiliser du coup des techniques d'amélioration progressive qui ne sont jamais que revenir à ce qu'on faisait il y a 10 ans avec des liens simples. En interne, chez vous, discutez avec tout le monde et comprenez en fait l'importance de chaque contenu sur chaque page, ce qui est sûrement le plus dur à faire. Et en fait, si vous faites ça bien, et c'est de plus en plus ce qui se fait, c'est que votre site mobile va finir par, donc mobile plus expandables et donc en responsive, va finir par remplacer le site desktop. C'est ce qui est arrivé au Guardian, c'est ce qui est en train d'arriver au Voyage SNCF, c'est ce qui arrive chez certains de mes clients. Parce que, en fait, vous avez jeté une grosse base de code, et le fait de repartir en progressif comme ça, non seulement vous avez accéléré votre mobile, mais en plus, vous avez accéléré tout ce qui était sur le desktop. Donc ça, c'était pour la stratégie globale. Je vais vous montrer juste, en fait, des techniques, du coup, pour accélérer les choses. Il y en a plusieurs dizaines. Donc j'en ai sélectionné juste 3, parce que celles-ci, je ne les ai pas abordées les années précédentes. Tu vois, c'est une espèce d'update. Par exemple, une enfin, ça fait 10 ans en fait qu'on vous parle de chargement des pages, mais le combat est en train de se déplacer vers ce qui se passe une fois que la page est affichée. Est-ce que c'est fluide ou pas? Donc il faut faire attention à la fluidité des animations ou lors du scroll. Donc là je vous ai mis en fait à gauche un slider qui n'est pas encore optimisé, et à droite le slider une fois qu'on l'a optimisé. Vous voyez qu'il y a juste des tout petits coups sur la gauche, il y a juste des tout petits coups de lag. Ça, c'est 3 fois rien, mais Facebook avait fait de l'A/B testing sur le sujet. Ils avaient livré une application mobile qui affichait en 30 Hz au lieu de 60. C'est-à-dire que quand vous scrolliez, c'était juste un tout petit peu... Et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient cette application-là utilisaient beaucoup moins Facebook. Ils postaient moins, ils l'ouvraient moins, ils répondaient à moins de commentaires. Donc ça avait une influence vraie sur la marque. C'est pas possible, 5 minutes. C'est parce que j'ai commencé en retard. Donc ton animation, normalement tu la ferais bêtement en jQuery. Le jQuery c'est cool, mais ça... Alors l'avantage de jQuery c'est qu'il est universel. Il va marcher partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va marcher partout, mais par contre ça fait énormément d'aller-retour dans le DOM.
Et ça, en fait, ça fait ramer. Par ailleurs, j'ai décidé d'animer avec la propriété left la slide, donc pour chacune les déplacer de 600 pixels vers la gauche. Et en fait, cette propriété left, elle coûte très cher à déplacer. Donc là, il va falloir que tu convainques ton boss de passer de ton petit slider tout fait en jQuery que ça t'a pris 30 minutes à implémenter à quelque chose de plus costaud. Donc là, tu vas jouer au buzzword bingo. C'est-à-dire que tu vas lui dire quelque chose, tu vas le regarder droit dans les yeux. Et sans rigoler, tu vas essayer de lui dire que pour éviter un calcul de layout, pour éviter un calcul de paint, et pour éviter de faire de la composition et d'envoyer tout ça vers la carte graphique, tu vas plutôt faire une translation 3D sur l'axe des X animé en transition cubique Bézier. Et là, normalement, il te dit oui. Parce qu'il a l'impression que tu vas lui faire décoller sa fusée, alors qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est utiliser CSS3. Donc on va utiliser, donc par exemple, on va caler tous les éléments à droite, et ensuite on va faire une petite transformation dessus en translate X. Donc dès que je vais voir me déplacer, donc celle du centre, elle va apparaître en plein milieu parce qu'on la déplace avec translate X. Translate X du coup ne fait pas de recalcul de layout, donc du coup ça coûte pas cher à faire. Et celle qui est au centre, on va les déplacer d'encore plus 600 pixels vers la gauche. Donc de 600 pixels encore plus vers la gauche pour les faire disparaître. Derrière ça, tu rajoutes une petite transition CSS, toujours, que tu animes en cubique Bézier ou ce que tu veux. Et donc ça, en fait, tu as sauté l'étape de layout et l'étape de paint. JavaScript, lui, tout ce à quoi il sert, c'est gérer l'état du slider et juste changer des noms de classes. Évidemment, on est en amélioration progressive, donc ça veut dire que si ton navigateur ne supporte pas CSS3, c'est pas grave, tu vas faire un fallback vers jQuery. Avant que JS n'arrive, le slider, ça va pas être 6 images les unes à côté des autres, ça va être une image en IMG SRC, elle va se charger très vite. Et une fois que JavaScript arrive, alors on va commencer à aller charger de manière progressive les autres images. Et dès que l'autre image est disponible, donc on peut commencer l'animation en CSS3 ou en jQuery. Je vais vous passer l'offline, tiens. On va parler rapidement en fait des images adaptatives. Dans les techniques classiques, il y a le traitement des images. L'idée des images adaptatives, c'est de servir l'image la plus optimisée possible pour un device en particulier, notamment en prenant en compte la densité d'écran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des 2x, 3x, etc. Et idéalement, en prenant en compte la bande passante. Alors, la bande passante, personne n'arrive à le faire. Le coût des images, honnêtement, dans ma formation, ça me prend une demi-journée sur les 2 jours, parce que c'est vraiment un sujet qui est très long et très passionnant. Donc je vais juste vous donner les 2 trucs à retenir. Par exemple, pour faire l'image adaptative, il y a un standard qui s'appelle Picture. On peut travailler l'image elle-même. Mais pour les images de décoration, on l'a vu ce matin, il faut partir sur le vectoriel, mais à mort. C'est-à-dire que dès que tu as une icône, tu vas essayer de la passer en SVG. Dès que tu as un petit peu de décoration, tu as des ombres et ce genre de choses, tu vas les faire en CSS3. Donc tout ça, c'est franchement bien fait parce que ça évite les petits effets de flou si vous avez un mobile de gros riche. Et l'autre grosse optimisation que vous commencez un petit peu à voir partout, c'est pour les images de contenu, ça va être le lazy loading, chargement tardif. Les navigateurs pourraient le faire eux-mêmes, mais bon, c'est mieux si on le fait nous. Donc vous avez probablement vu sur des sites comme par exemple l'équipe qui sont énormément consommateurs en images. Au fur et à mesure que vous scrollez, en fait, vous vous rendez compte que les images n'arrivent qu'au moment où vous êtes dessus. C'est ça le lazy loading. Et ça, mine de rien, c'est absolument majeur, parce que ça veut dire que la cinquantaine d'images que vous demandez à télécharger, en fait, vous demandez que les 3-4 tout en haut qui sont visibles. Ça veut dire que ces images-là, elles ne sont pas en train de se battre avec celles du dessous pour la bande passante. Ça veut dire que ces images-là, c'est les principales et les plus importantes. Donc, ça peut être les plus lourdes et les meilleures qualités. Et en plus, accessoirement, vous faites des économies de bande passante. Tiens, celle-là, je vais la passer. Technique faite à la main. Donc, généralement, la stratégie pour les images, si vraiment on veut quelque chose de super réactif, ça va être ça. Si vous avez de l'image d'interface qui est critique, genre le logo, les images de loading, des petites choses comme ça, vous allez les encoder en base 64 directement dans le CSS ou dans le HTML. Comme ça apparaît tout de suite. Donc ça, c'est les images d'interface critiques. Ensuite, il y a les images de contenu qui sont critiques. Vous les mettez bêtement en IMG SRC, en haute def si vous voulez, puisque du coup vous avez le droit, puisque vous avez libéré en fait votre bande passante des images qui sont en dessous, en lazy loading. Et après, vous faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez y aller à coup de... je vais chercher des images en ultra haute définition, je fais du préchargement de toutes les images qui arrivent en dessous. Voilà, après on peut s'éclater.
Bref, j'avais oublié de mettre un chat, donc du coup je l'ai mis sur la conclusion. Donc le mobile, donc concrètement aujourd'hui, si vous n'avez pas un site qui marche et qui marche vite sur mobile, votre boîte va crever lentement, sans paniquer. Les techniques d'amélioration progressive reviennent enfin. Donc c'est bon pour la perf, c'est aussi bon pour tout le reste. L'accessibilité au sens large, la compatibilité. Donc ça veut dire que vous allez conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux devices. Et enfin, la performance, c'est une culture d'entreprise. Donc il faut que vous embarquiez tout le monde, votre chef marketing, votre chef produit, l'ergonome, avec vous. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Carrément. C'est moi qui choisis ? 3, on me dit, on me souffle à l'oreillette que 3 questions. Ça veut dire que je suis large, merci. Non, pas trop. Alors, monsieur parle parce qu'il est plus haut. Oui. Merci. C'est une vraie barbe. En termes de performance, il y a une grosse différence entre les transformations 2D et 3D pour les scales, les rotate ou les transforms. Non, enfin ça va dépendre du device en fait. Là, je t'ai mis le code en mode transform tout court. Aujourd'hui, donc les devices un peu optimisés, enfin, les trucs genre Chrome, vont, dès que tu donnes une transformation 2D, il va la pousser dans le GPU. Donc c'est comme si tu faisais la translation 3D. En même temps, si tu m'avais ramené le micro, ça aurait été cool. Et après, en fait, ça va se tester. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de vrais mobiles et regarder lesquels vont travailler ça ou pas. Mais donc, généralement, la translation 2D suffit largement. T'as fini ? J'ai fini. Une autre question ? Il y a des trucs qui bougent là-bas. Madame Figaro. J'ai influencé un peu. Je suis désolé. Moi j'avais comme question les images en lazy load. Ça entraîne un reflow, c'est pas problématique pour la perf? Si, mais ça dépend comment tu les traites. Normalement, en fait, tu es censé prévoir de l'espace pour justement qu'il n'y ait pas de reflow. C'est-à-dire que tu vas dire, tu vas mettre une image de 1 pixel sur 1 qui va faire exactement la dimension de ton image qui est en train d'arriver. Et donc, du coup, tu n'auras pas un recalcul de tout ton layout de page. Voilà. Donc, tu n'auras pas ce reflow-là. Après, ce qui coûte un tout petit peu cher en CPU, ça va être le fait de redécoder une image à chaque fois et de la remettre. Mais c'est rare quand ça se voit. Voilà. Mais généralement, juste le fait de mettre un placeholder en IMG qui attend là, c'est ce que fait l'équipe d'ailleurs, ils ont leur logo qui est là, et qui attend et qui en fait prend l'espace. Voilà. Donc, il n'y a pas de reflow. Sur ce que tu nous as montré, il y en avait un reflow. Un petit peu, oui, mais c'est difficile quand c'est une image fluide. Par exemple, là, c'est des colonnes bien précises, mais quand on ne connaît pas la taille de l'image, comment on peut prévoir le placeholder qui va bien? Mais tu connais toujours la taille finale de... Ah, oui, les dimensions, tu veux dire le ratio de ton image? Voilà. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué. Soit il y a ton back-end qui est au courant, auquel cas ça marche tout seul, soit tu te mets... l'équipe, je ne sais pas comment ils font, mais généralement, généralement, tu connais à l'avance le ratio. Tu sais que tu vas être en 4/3 ou en 16/9 sur tes images. Au pire, tu croppes, mais c'est vrai que c'est un peu moche. Mais ouais. Donc oui, ça peut poser des problèmes, et si vraiment tu vois les problèmes, alors faut changer de technique et revenir à l'ancienne, quoi. Ça marchait aussi. Bonjour. C'était pour savoir si ton discours allait changer avec l'arrivée gentille de HTTP2 et SPDY, oui. Qui, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, ça va permettre de charger plusieurs assets en même temps et non plus les uns à la suite des autres. Alors, mon discours sur le Progressive Enhancement va clairement ne pas changer. Parce que dans tous les... Donc avec l'arrivée d'HTTP2 qui effectivement te permet d'avoir, ça va te permettre d'éviter certaines optimisations qu'on fait aujourd'hui, comme la concaténation. Voilà. Mais au final, sur tous les sites vraiment un peu modernes, j'ai fait des tests avec HTTP2 et tu te rends compte que tu gagnes pas tant que ça. Sur les sites qui sont absolument pas optimisés, tu commences un peu à grignoter, mais ça marche pas tout le temps. Donc l'arrivée d'HTTP, quand HTTP2 arrivera, je dirais peut-être, ça sert à rien de concaténer les choses.
Mais prioriser le contenu et afficher d'abord la première image, ça va tout le temps rester. Effectivement, historiquement, le but c'était de faire le moins de requêtes possible. Aujourd'hui, tu vas éviter de faire des requêtes de type j'en balance 50 en même temps, parce que dans tous les cas, même s'il y a un seul tuyau TCP qui est ouvert par HTTP2, n'empêche qu'elles essayent quand même toutes de passer au même endroit, donc tu es en train de saturer ta bande passante. Donc, dans tous les cas, tu vas garder la priorisation du contenu si tu veux faire passer 3 mégaoctets de données sur du mobile. Pour la deuxième fois.